Vincent est mort il y a 134 ans. Il n'a pas été incinéré. Il repose encore à Auvers-sur-Oise, aux côtés de son frère Théo. D'ici, à vol d'oiseau, c'est à 10 154 kilomètres, autant dire assez loin. Dans les couleurs de la ville, sur ses murs ou tissus, derrière la grisaille, chercher l'éclat des blancs d'argent, de zinc, des verts véronèse, émeraude, des jaunes de chrome, de cadmium, du géranium, du bleu de Prusse, tous ces pigments fugitifs qui s'estompent avec les années. Les premiers tubes de peinture, si pratiques mais si instables avec le temps, entraînent aujourd'hui la décoloration des tableaux, contre laquelle on ne pourra pas lutter. Alors la ville peut bien promettre une expérience lumineuse. Nous avançons dans un tunnel de plus en plus sombre. Mes mots sont tout aussi éphémères, à peine publiés, aussitôt disparus dans le flux. Si je n'écris plus, c'est parce que la vie matérielle engloutit le temps d'écrire. Mais la nécessité demeure dans le ventre, comme un livre immergé au fond de l'océan. Je pense à Vincent, à sa vie dédiée à l'art, à l'acte de peindre. Sa besogne ardue, son sale boulot, écrivait-il. Comment ne pas remettre en question la légitimité de ma présence ici, en ce moment même, à écrire? Rien n'excuse de ne pas se consacrer à l'écriture. Si je n'écris pas, si n'importe quelle raison est capable de m'empêcher d'écrire, c'est parce que je ne suis pas fait pour ça. Dans la vie de Vincent, malgré l'image d'artiste fou et maudit qu'on veut par tous les moyens lui faire porter, pas d'autres événements décisifs que ceux qui concernent la peinture. Il ne pouvait s'empêcher de dessiner partout, dans les rues boueuses, sous la bruine, dans les salles d'attente, au café, à la recherche de sujets. Comme moi, au temps où tout écrivait, j'arrivais tant à m'absenter de moi-même que tout écrivait autour de moi. La moindre silhouette qui passait, un mur fissuré, un verre ébréché sur la table, la lumière dans l'escalier, le reflet d'une façade dans une flaque de pluie, une porte fermée, la chevelure d'une passante de dos, un numéro de téléphone collé sur un tuyau, un dégât des eaux. J'étais si vite que la ville apparaissait sans ma subjectivité pour la recouvrir, et j'arrivais ainsi à saisir des sujets à vif, comme Vincent croqué sur place d'après nature. Devant une toile de Vincent, je n'existe plus en tant que sujet. Je suis pris de vide. Je ne peux plus recouvrir la nature. Et la nature, soudain, réapparaît, plus vivante que jamais. Notre attention est attirée sur ce qui vaut la peine et qu'on ne remarque pas toujours. Vincent, l'être traçant. Et moi, suis-je être écrivant ? Dès que je pose un mot, je me sens si maladroit. Et je pense à Vincent qui a travaillé plus que quiconque pour dépasser ce qu'il jugeait comme des erreurs, des hésitations. Papa, c'est un vrai Van Gogh? Non, ma fille, ce ne sont pas des vrais. Et si tu te poses la question à 7 ans, aussitôt les yeux posés sur le tableau, c'est parce que tu es déçu. Je le sais à ton air, toi qui désires, depuis des années, te rendre à Orsay, juste pour voir Vincent, aller le voir de près, toucher du regard, la vivacité de son trait, sa lumière, ses couleurs, sa chair sur la toile. Tu ne verras rien ici, dans cette foire Van Gogh, où certains se persuadent d'approcher l'expérience de l'artiste en copiant des œuvres sur des peintures par numéro. Ainsi, fie-toi à ton regard, ma fille, et si tu doutes de la véracité des tableaux, c'est bien qu'ils sont tous faux. Et je suis fier que tu ne te sois pas laissé berner par cette mascarade. Où est Vincent ici ?
Il n'est ni à l'étage du dessous en train de jouer au jeu d'arcade, ni sur le toit ouvert sur la ville. Tu me tiens la main, regarde à droite, à gauche, un peu perdu, ne sachant quoi regarder, puisque rien ne retient ton attention, puisque tout est fait pour la distraire. Il me faudrait hurler du marteau. Imagine, la foule niaise fuirait de peur. On serait entre nous, on fermerait les yeux et tu verrais des vrais Van Gogh. Car Van Gogh aura bien été le plus vraiment peintre de tous les peintres. Le seul qui n'ait pas voulu dépasser la peinture comme moyen strict de son œuvre et cadre strict de ses moyens. Et le seul qui, d'autre part, absolument le seul, ait absolument dépassé la peinture, l'acte inerte de représenter la nature, pour, dans cette représentation exclusive de la nature, faire jaillir une force tournante, un élément arraché en plein cœur. Il a fait, sous la représentation, sourdre un air et en elle enfermer un air qui ne sont pas dans la nature, qui sont d'une nature et d'un air plus vrai que l'air et le nerf de la nature vraie. Je vois, à l'heure où j'écris ces lignes, le visage rouge sanglant du peintre venir à moi dans une muraille de tournesol éventré. Dans un formidable embrasement d'escarbilles, d'hyacinthes opaques et d'herbages de lapis-lazuli. Tout cela au milieu d'un bombardement comme météorique d'atomes qui se ferait voir grain à grain. Preuve que Van Gogh a pensé ses toiles comme un peintre, certes, et uniquement comme un peintre, mais qui serait, par le fait même, un formidable musicien. Organiste d'une tempête arrêtée et qui rit dans la nature limpide, pacifiée entre deux tourmentes, mais qui, comme Van Gogh lui-même, cette nature montre bien qu'elle est prête à lever le pied. On peut, après l'avoir vue, tourner le dos à n'importe quelle toile peinte. Elle n'a rien à nous dire de plus. L'orageuse lumière de la peinture de Van Gogh commence ses récitations sombres, à l'heure même où on a cessé de la voir. Rien que peintre, Van Gogh, et pas plus. Pas de philosophie, de mystique, de rite, de psychurgie ou de liturgie. Pas d'histoire, de littérature ou de poésie. Ces tournesols d'or bronzé sont peints. Ils sont peints comme des tournesols et rien de plus. Mais pour comprendre un tournesol en nature, il faut maintenant en revenir à Van Gogh. De même que pour comprendre un orage en nature, un ciel orageux, une plaine en nature, on ne pourra plus ne pas en revenir à Van Gogh. C'est donc ça, Van Gogh, ma fille. 3 phrases extraites de son journal qui feront des bonnes citations romantiques sous la nouvelle photo de profil. C'est ça, des milliers de vidéos souvenirs auxquelles on collera une balade débile. C'est donc ça, Van Gogh, le café à la sortie où l'on peut boire un pot, le resto hors de prix où je doute qu'on serve du saucisson à l'ail, un bol de gratiné ou qu'il y soit coutume d'y faire chabreau. C'est donc ça, Van Gogh. Mais où est Vincent, hein? Vincent, le type qui étudiait les corps, les mains, les visages, les postures, lui qui a essayé de comprendre leur anatomie, lui qui se félicitait en peignant d'avoir réussi à enraciner un arbre dans la terre. Il est où, Vincent? Celui qui laissait sur sa toile le mouvement même du geste de peindre, qui n'a jamais essayé de l'effacer, de le dissimuler, comme nous, petits écrivains, qui ne faisons pas semblant d'écrire.
On n'écrit pas caché derrière des histoires, des discours, enfermé dans la grammaire. On écrit sa chair de mots. Les phonèmes sont notre matière corporelle à faire du texte, sans psychologie, creuser dans la langue pour retrouver la sienne, celle d'avant la vie, comme Vincent peignait pour retrouver le premier geste de ceux qui ont peint, parce que peut-être qu'ils étaient plus proches de la vérité, puisque plus proches de l'origine. En sortant de cette expérience immersive, estampillée Van Gogh, besoin de voir des vraies fleurs, besoin de revenir à la nature. Lui qui a mis sa peau dans l'art avec la même ferveur qu'il offrit plus tôt dans sa vie, toute son âme dans la voie du salut. Je rentre déprimé avec toi, ma fille, qui sur le chemin du retour dort la tête sur mon épaule. Et je me demande, est-ce que je dois continuer d'écrire? Suis-je fait pour ça? Est-ce que je dois organiser ma vie autour de cet acte qui me semble nécessaire? Oui, nécessaire, mais qui ne me rapporte rien. J'aimerais quand même pouvoir te promettre d'aller voir Vincent un jour.